Bienvenue sur le podcast Multi-TCG de la Belle Carte. On espère que vous allez bien. Nous, on se retrouve pour vous parler un petit peu d'actualité. Et là, l'actualité, elle est dense. Elle est dense et chaude. On a un podcast qu'on va essayer de condenser au maximum pour pouvoir traiter, entre guillemets, de tous les sujets. Alors, évidemment, quand on a un podcast qui est dédié à tous les TCG hors Magic, ça peut arriver. Forcément, ça peut arriver qu'il y ait pas mal d'actualités. Au sommaire, on va parler d'Alter TCG qui a sorti sa roadmap, notamment pour la sortie du jeu. On va ensuite s'intéresser à la collab One Piece X PSA. On parlera rapidement de OP08 qui est donc du coup le nouveau set qui sort au Japon et que nous on a en précommande sur labellecarte.fr si jamais vous voulez collectionner des belles cartes. Je reviendrai rapidement, mais vraiment je pensais prendre un peu le temps, mais finalement je vais vraiment très rapidement revenir sur le débrief du Gala TCG et je vous inviterai plutôt à aller voir ma vidéo débrief que j'ai sortie sur la TV. On parlera vite fait des prix de revente théorique des super cartes des tops entre guillemets du Lorcana Challenge. À combien les gens estiment que ces cartes-là vont être revendues. Ça vous donnera un peu un ordre d'idée du cash price finalement. Ensuite, on ira directement discuter des nouveaux systèmes de points mis en place pour le Lorcana Challenge aussi, parce qu'ils sont revenus en amont avant le tournoi en fait sur le système de points et c'est une bonne chose. On parlera de Star Wars, le chapitre 2 qui sort en juillet. Il y a des nouvelles mécaniques qui ont été révélées qui sont vachement cool et les visuels qui, pour certains, ont été améliorés. Et puis enfin, on finira par les nationaux de Yu-Gi-Oh! Qui se tiennent le 17 mai, enfin du 17 au 19. Il n'y aura pas de quiz, l'actualité est tellement dense, le format va être tellement condensé que j'ai décidé du coup par gain de temps aussi, de squeeze le quiz. C'est peut-être mieux. On commence Altered. Ouais. Petit mail qui est tombé dans les inbox de tous ceux qui ont kickstarté. C'est ça. Et sur les réseaux Altered très certainement, mais moi je l'ai vu par mail. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Voilà, qui donne un peu la digital roadmap, l'avancée aussi des prints, etc. Ça apparaît là à l'écran, la roadmap. Ouais. Alors je sais pas si vous pouvez lire, parce que du coup, c'est petit entre nous et il y a beaucoup d'infos, mais en tout cas, on va tout vous résumer de suite. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, comme tu disais. Les bonnes. Les bonnes, c'est que pour l'Europe, il n'y a pas de retard dans le Kickstarter. Donc tous ceux qui ont précommandé, vous recevrez vos boîtes Kickstarter en juillet. Et ça, c'est cool. Sachant que la date de sortie officielle, le Global Launch, a été décalée à septembre pour être sûr que tout le monde dans le monde ait leur carte en même temps. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour ceux qui ont commandé, qui sont en Amérique du Nord, ou en tout cas dans le reste du monde, eux, c'est reporté au mois d'août. Donc on aura, nous, en Europe, mois de décalage, le Kickstart avant les Américains. Ce qui est quand même vachement cool pour nous, vachement relou pour les Américains. Les Américains sont deg et jaloux. À la sortie du Kickstarter, on aura directement la possibilité de scanner nos cartes sur notre application Altered et la friend list sera disponible. On pourra même échanger les cartes directement entre nous les uns les autres. Donc on pourra se filer les propriétés. On pourra se filer les propriétés, il n'y aura juste pas de gestion du marché secondaire. Par contre, malheureusement, les features digitales, à la sortie du Kickstarter, ne seront pas opérationnelles. Et elles ne seront pas opérationnelles non plus à la sortie, en septembre. Elles seront malheureusement disponibles qu'à la fin de l'année. On n'a pas de date. Donc ça veut dire... Du coup, il y aura en gros 5 mois entre quand on a les cartes et quand on a toutes les releases. Il n'y a pas vraiment de date, maximum. Donc je ne saurais pas dire quoi, maximum. Mais malheureusement, ça veut dire que là où la proposition d'Altered était radicalement différente du reste du marché, cette proposition-là, au début, on va consommer le TCG d'une manière beaucoup plus TCG-esque. En fait, on n'aura pas l'espèce de nouvelle manière de consommer que Altered nous promettait, en tout cas sur le début du jeu, parce que le print on demand ne sera pas possible avant malheureusement quelques mois, et la revente via votre application ne sera pas possible. Donc toute la gestion du marché secondaire sur l'application, donc le transfert de propriété contre de l'argent, lui ne sera pas possible non plus. Ce sera possible du coup de le faire classico, je suppose. Via un PayPal. T'as des uniques que j'aimerais bien. Tu me les prêtes de façon définitive, je te prête de l'argent, un peu d'argent de façon définitive. Et du coup, ça marche. Je suppose, évidemment. Mais c'est vrai que ça marche mieux entre collègues qu'entre gens que tu connais pas. Mais le problème, c'est que quand tu récupères la propriété virtuelle de ta carte, c'est cool, mais du coup, tu peux pas l'imprimer. Non, du coup, il faut récupérer la carte aussi. Que le gars, il t'envoie les cartes. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, on va découvrir Altered comme un TCG normal. Ce qui n'est pas forcément grave en soi. Voire même moins, parce que techniquement, c'est comme si le mec peut t'envoyer un proxy du coup. Oui. Si tu vois, tu lui achètes la carte, il te l'envoie, mais il t'a pas transféré la propriété. Ah oui, tu vas dire non. Enfin, tu vas pas être d'accord. Mais du coup, oui, mais si tu transfères la propriété d'abord, toi tu peux ne pas payer et tu lui as volé sa carte. Ah ben dans ce cas-là, t'es un voleur.
Oui, mais dans tous les cas... C'est déjà le cas sur les groupes Facebook, par exemple. Tu as des mecs qui arnaquent les autres. Après, oui, bien sûr. Blacklistés, ça dégage. Sauf que là, ou alors même, imagine, j'ai eu 2 fois une unique, tu vois. Ouais. Pas 2 fois une unique, 2 fois une rare. Ouais. Tu en veux une, je te passe la propriété et je te passe la carte, mais je te passe l'autre carte en fait. Donc le QR code correspond pas. Ouais. Ça, et je l'ai pas fait exprès. Ça pourrait arriver sur des ventes aussi, sur des groupes. Bah ouais. Et du coup, ça fait des trucs un peu chiants, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on a, en fait, en gros, tout ça pour dire qu'on a du mal un peu à estimer comment ça va se passer, en fait, cette sortie alterne. En gros, jouer avec vos cartes, quoi. Ouais, sans les features digitales qui étaient promises à la base. Je pense qu'ils ont raison sur un point, c'est que si elles sont pas prêtes, il faut pas forcer le... Ah, tout à fait raison. Tu vois, genre, on parle juste de comment ça se passe du coup, comme on n'a pas ça. Plutôt que ça déconne et tout. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal, déjà qu'on avait du mal à se projeter sur la nouvelle manière de consommer d'Alter parce qu'ils arrivent avec une proposition forte et c'est ça qui les rend très intéressants. Ouais. Mais finalement cette proposition forte, malheureusement ils sont pas capables d'être jusqu'au boutiste dès la sortie. Et du coup, je me dis, ok, comment on va faire? Du coup on va ouvrir nos boîtes, jouer avec les cartes qu'on a, mais dès lors qu'on va vouloir d'autres cartes, il se passe quoi? Donc comme tu dis, je pense qu'on va acheter la propriété et la personne va à la fois nous transférer la propriété et nous envoyer le proxy qui est lié à la propriété. Et finalement, si ça se passe comme ça, on va dire que c'est acceptable, quoi. Ouais. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'avec nos boîtes, chacun, on a kickstarté, on devrait avoir de quoi builder des decks. Ouais, mais quand tu es joueur un peu compétitif, quand tu connais un peu le TCG, tu vas forcément, à un moment, il y a du net deck, c'est déjà le cas, il y a déjà beaucoup de gens qui proposent des decklists. Je pense qu'à nous deux, il ne nous manquera pas grand-chose hors des uniques. Ouais, mais pour le reste des gens qui ont cliqué une ou deux boîtes, ils vont être obligés d'aller chercher de la carte. Pour eux, un petit peu, ouais. Donc voilà, je n'ai pas d'informations. Je sais qu'il y a un Q&A, notamment ce soir au moment où nous on tourne ce podcast. Donc forcément, on n'a pas pu l'écouter, mais ils vont répondre à toutes vos questions dans ce Q&A. Donc vous, quand le podcast est sorti, le Q&A est passé, vous pouvez aller le réécouter, il sera probablement en rediffusion. Ceux qui l'ont écouté déjà, mettez en commentaire, on épinglera si vous avez des infos et tout. Exactement. Si quelqu'un peut nous faire un petit condensé ou quoi à propos de ça, nous on épingle le commentaire, tout le monde pourra le voir. C'est ça. Bon, après vous avez toute la roadmap digitale qu'on vous a affichée tout à l'heure, qui résume un petit peu les différentes sorties, les différents moments et tout ce qui va être mis en place petit à petit. Je vous laisse screen, enfin mettre sur pause pour regarder un petit peu tout ce qui arrive. Ça a l'air très sympa. Exactement. On va parler maintenant de la collab totalement incroyable et qui n'a pour le coup jamais été faite avant. C'est fou d'ailleurs. Ça n'a aucun sens entre One Piece Card Game et PSA. Alors pour que les gens replacent, PSA, c'est une entreprise qui a des dizaines et des dizaines d'années parce qu'ils existent depuis l'époque où on gradait les cartes de sport. Donc je pense qu'ils doivent bien exister depuis les années 80, un truc comme ça, quoi. Peut-être même avant, j'avoue que je ne me suis pas renseigné. Mais bref, historiquement, c'est le plus gros acteur mondial sur le marché de la gradation. Le fait de grader vos cartes, c'est ceux qui mettent vos cartes sous boîtier, ce qui permet à votre carte de ne plus jamais subir, entre guillemets, les problèmes du temps, de l'abîmement ou autre. Et ça permet aussi de lui donner une note pour estimer dans quelles conditions la carte elle a été mise sous vide, finalement. Et PSA, c'est une entreprise qui est très puissante, qui donne beaucoup de valeur à vos cartes. Ils gradent 1 million de cartes par mois. Voilà. Comme ça vous donne la teneur du bouquin. Ça grade à fond les ballons. Et en plus, ils sont présents que sur le continent américain. Donc, c'est-à-dire que s'ils étaient présents en Europe, ils graderaient 2 millions de cartes par mois. Assez facilement. Facile. Ils n'ont jamais fait de partenariat avec aucun TCG au monde. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Donc, si jamais il y a... corrigez-moi dans les commentaires si c'est déjà arrivé, je ne suis pas au courant. Et là, ils ont une collab avec One Piece Card Game. Donc, il y aura une carte exclusive en collaboration avec PSA qui sera donc du coup droppée dans tous les magazines qui sont envoyés. Donc, c'est des magazines annuels PSA qui sont envoyés aux membres du club PSA. Je vous affiche la carte là. Vous la voyez, elle est zinzin. En plus, elle est incroyable. C'est tout l'équipage du c'est toi qui l'affiche ? Ouais, je vous l'affiche et la personne qui affiche le fait, quoi. Mais en fait, c'est quand je fais ça, ça affiche. Ah, c'est bien. Parce que c'est vrai qu'au montage, après, à chaque fois que tu fais le doigt, il y a la carte. Eh oui, c'est trop bien fait. C'est stylé, hein, t'as vu ça? Et donc, comment est-ce qu'on fait pour récupérer cette carte-là qui est en collaboration avec PSA? On paye. Eh bien, il faut payer. Il faut savoir qu'elle sera donc du coup envoyée dans les fameux magazines PSA qui sont envoyés aux membres du PSA Club. Et comment on fait pour être membre du PSA Club? Tu le sais, toi? Paye $150
avec des avantages par an, voilà, avec des avantages. Donc les avantages, ça te permet d'avoir des gradations moins chères, ça te permet d'avoir aussi des bons d'achat sur un catalogue spécifique. Bon bref, entre guillemets, si tu envoies beaucoup de cartes à PSA régulièrement, notamment si tu es une société, ça peut être intéressant d'avoir un abonnement tout à fait. Et ben tous les gens qui auront la carte membre du PSA Collector Club recevront cette carte One Piece. C'est assez rentable quand je vois les avantages. C'est ma question. Si j'étais américain, je prendrais ça. Ah, bien sûr. En fait, déjà de base, si tu envoies régulièrement à PSA, en plus de ça, pour avoir la carte One Piece, tu prends ton PSA Collector Club. Eux, ils vont se prendre un nombre d'abonnements juste pour cette carte-là. En gros, la carte coûte 150 balles. Si tu as 150 balles, tu as la carte. Ouais. Mais si en plus, tu envoies tes cartes à PSA, c'est vraiment plutôt bingo rentable. C'est un leader en plus. Par contre, le nombre de gens, en plus c'est un leader qui est jouable. Le nombre de gens qui sont abonnés au PSA Collector Club, notamment parce qu'ils font de la carte de sport, des cartes de basket, des cartes de foot, qui vont recevoir une carte One Piece dont ils en ont rien à foutre et qui vont la dropper sur les internets, est-ce que nous, Européens, si on veut cette carte-là, on doit s'inscrire en tant que membre PSA, même si on n'envoie aucune carte, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de la choper à la revente? Et ça, c'est vachement dur à estimer. Je pense que vaut mieux choper à la revente parce que je suis pas sûr que si tu es abonné en Europe à PSA, ils t'envoient le magazine. Si, de sûr. Si, bien sûr. Ouais. Ça leur coûte cher quand même. Après, tu payes $150. Donc, Oui, mais genre, il y a d'autres trucs que le magazine. Non, c'est certain. C'est certain. Jusqu'au 31 mai, tous les gens qui veulent cette carte s'abonnent et deviennent membres PSA Collector Club. Tu vas t'abonner? Justement, je me pose la question. Je sais pas. Je me pose grave la question parce que la carte est dingue. En ce moment, je me suis un peu mis à collectionner du One Piece. Et j'aimerais bien avoir cette carte-là. Et si jamais je suis pas abonné, et que à la réception finalement la carte elle vaut 500 balles, on aura tous le seum. Par contre, si on s'abonne, alors qu'en fait, tu vois, tous les gars qui font de la carte de sport, qui sont abonnés depuis des années, la drop sur eBay pour 70 balles, tu l'aurais payé moins cher. Du coup, je me serais abonné à un catalogue PSA dont je me sers pas, quoi. Moi, je suis team, je m'abonne. Ah ouais, toi t'es team, tu t'abonnes? Je sais pas si je vais le faire, mais si je veux la carte, je m'abonne. Tu te dis, elle vaut bien 150 balles, quoi. Je pense. Surtout si tu peux utiliser les crédits qu'ils offrent. Ouais. Vérifiez bien, hein, je vous mettrai l'article directement dans la description. Allez quand même relire l'article. Imaginez, c'est une loterie. C'est pas ce que j'ai vu, hein, évidemment, mais avant de payer 150 balles pour vous inscrire, allez chercher de l'info, quoi. Si c'est sûr qu'ils envoient en Europe, mais ça, je l'ai vu. Il y a carrément des gens qui posent la question sur les posts Facebook et tout le monde dit oui, ils envoient en Europe, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Des membres PSA Club, il y en a plein en Europe. En fait, il y a plein de gens qui envoient à beaucoup de sociétés. Tu vois, probablement que la belle carte, un jour, on aura intérêt à avoir un abonnement PSA Club, tu vois. Ok, ouais. Tu fais de la carte de collection, je veux dire. Stylé la collab, et c'est ouf. Genre, ça montre encore une fois la puissance de One Piece. Pokémon, ils ont collab? Non. En tout cas, je ne suis pas au courant d'une collab PSA Pokémon. Je suis pas au courant d'une collab PSA Magic. Moi non plus, franchement, je l'aurais vu, je pense. Et je pense qu'on l'aurait vu passer, donc c'est complètement fou. Et ça en dit long justement sur la longévité, l'envie de tout casser de One Piece. Et la carte est magnifique. Ça me donne foi de fou. Hein. Ça te donne foi. Je vais peut-être acheter des cartes One Piece. Pas mal, ouais. Moi, j'ai déjà commencé. Ça arrive bientôt sur la chaîne d'ailleurs. On va continuer à parler de One Piece. On a eu les reveals de OP08. OP08, c'est la dernière extension qui est sortie au Japon. Les gens, ils attendent forcément les reveals pour savoir quelles sont les belles cartes de collection la Mangas pour pouvoir collectionner. La Mangas, c'est toujours donc la carte qui est révélée en dernier, et c'est un peu celle qui va donner la teneur de la hype de ton set, tu vois. Ouais. Donc c'est marrant parce que tu peux te hyper sur l'extension quand elle sort en anglais parce que tu vas jouer avec, mais te hyper vraiment purement pour la collection. À moins que les parallèles et les paraleaders te hype de fou, ce qui peut déjà être le cas, tu as quand même envie de voir à quoi ressemble la manga pour commander tes boîtes. Ouais. Et là, ça y est, la manga, elle est tombée. C'est Rayleigh, donc du coup, le bras droit de Goldie Roger. Et franchement, elle est incroyable. Moi, je la trouve incroyable. Il y a certains qui sont un peu déçus parce qu'il a une pose un peu muséum de 3/4. Il n'est pas dynamique, par exemple, comme la Zoro manga de OP06. Mais moi, justement, je préfère les poses muséum que les poses dynamiques. Donc moi, je suis totalement convaincu, et je vais acheter un peu d'OP08, quoi. Au cas où. Au cas où, on sait jamais. Et si jamais vous voulez acheter un peu d'OP08, il se trouve que c'est en précommande sur labelcard.fr. Excellent, ça. Ça doit être un super site. Je connais pas, mais ça a l'air bien. C'est un super site, effectivement. Mon débrief du gala TCG, je vous invite du coup, par faute de temps, à aller quand même plutôt potasser la vidéo où je parle vraiment de mon expérience là-bas avec Baptiste, les gens que j'ai rencontrés là-bas, quels sont les stands qu'il y avait. Là, l'idée, c'était plus de mettre en avant le fait que
il n'y a pas énormément de cartes autres que Pokémon. Et je pense que pour une convention qui se veut vraiment gala multi-TCG, il y a vraiment une place à prendre pour des acteurs comme Lorcana. Magic, finalement, ils sont là depuis super longtemps et ils sont toujours pas présents au gala TCG. Donc, est-ce que vraiment le prisme de la collection de Magic marche aussi bien que sur les autres TCG ? Je sais pas trop. Pareil pour One Piece, il y avait très peu de cartes One Piece, alors que quand même, il y a un vrai game de collectionneurs et tout. Et je me demande pourquoi il n'y a pas assez de One Piece dans ce gala-là ou de Lorcana. Et je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En gros, les collectionneurs de One Piece viennent pas parce qu'il y a trop de Pokémon et pas de One Piece. Et donc, du coup, toutes les boutiques qui, eux, ont du One Piece n'exposent pas parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. En fait, pour un gars qui a loué son stand là-bas, ça coûte cher, tu as une belle visibilité, donc tu veux rentabiliser. C'est rentable d'utiliser le moins de centimètres carrés que tu as pour vendre du Pokémon. Parce que tu sais qu'entre guillemets, tu vas récupérer, tu vas faire un beau chiffre d'affaires parce que le gala TCG, il s'est construit sur la hype Pokémon à la base. Et donc du coup, il est très Pokémon oriented. Sauf que, comme c'est le serpent qui se mord la queue, qu'est-ce que tu dois faire en premier ? Est-ce que tu dois te forcer entre guillemets en tant qu'organisateur à avoir des stands One Piece pour que petit à petit, bouche à oreille, gala après gala, du coup tu as une communauté One Piece qui se met à venir au gala. Parce que finalement, tu peux pas dire aux gens, mais venez au gala en tant qu'acheteur de One Piece, si finalement les exposants, ils en vendent pas, tu vois. Mais en même temps, les exposants, ils veulent pas mettre du One Piece, parce que par rapport à du Pokémon, ils le vendent moins bien. C'est moins rentable. Et donc, quelles sont les solutions ? Moi, si jamais le gala écoute mes retours, ce que je proposerais, c'est de allouer des places moins chères pour des exposants qui proposent des TCG qui sont moins mis en avant. Et donc, du coup, tu attires plus de monde, donc c'est plus intéressant. Tu vois, tu dis le mètre carré il est de temps, mais par contre si vous proposez des TCG qui sont pas Pokémon et donc on sait que vous allez avoir une moins bonne renta, mais nous ça nous permet d'ouvrir nos perspectives, on vous fait le stand un peu moins cher, vous avez peut-être un peu moins de place et tout. Mais je pense qu'il faut trouver un moyen d'ouvrir un peu cette convention parce qu'elle est cool, parce qu'elle est bien organisée, parce que vous voyez des items de fou, parce qu'il y a que des gens sympathiques là-bas. En plus, tu avais des initiations, donc elle était vraiment multi-TCG dans ce sens-là. Tu pouvais jouer aux cartes. Tu pouvais jouer à Lorcana, tu pouvais jouer à Altered, tu pouvais jouer à Star Wars Unlimited, tu pouvais jouer à One Piece, tu pouvais jouer à Magic, et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Mais si tu voulais une carte Lorcana ou une carte One Piece ou une carte Magic, il n'y en avait pas sur les stands, quoi. Donc voilà, il y a un espèce de truc à améliorer pour moi. Peut-être que les organisateurs du gala, ils s'en foutent, tu vois. Ils disent juste, c'est un peu la fête de Pokémon et... en fait, si tu appelles ça le gala TCG. Mais moi, je pense que ça peut vraiment devenir la TCG Con, tu vois, ce truc-là. Ils ont vraiment une belle organisation, ils ont une grosse communauté, donc ouvrons ce truc-là, ça peut être cool, quoi. En plus qu'ils sont pas en reste pour la collection, quoi. Non, putain, il y a vraiment des items de fou sur One Piece, sur Lorcana, sur Magic, tu peux vraiment faire des dingueries, quoi. Si tu voulais trouver une carte Magic dans ce gala TCG, fallait que tu ailles sur des stands de... maison de vente aux enchères américaine qui montraient des Black Lotus gradés, quoi. T'avais rien à acheter en fait. C'est juste, t'as vu, je l'ai. Mais sinon. C'est ça. Bon, ensuite, passons sur les prix de revente des top cartes Lorcana Challenge. Alors, il faut savoir que nous, on va participer au Disney Lorcana Challenge. C'est spéculation évidemment, mais c'est pas juste la mauvaise partie de la spéculation. C'est plutôt on essaie de deviner combien ça va. En fait, quand tu participes à un tournoi, tu veux savoir quel est l'expected value. C'est-à-dire tu veux savoir, par rapport à ce que toi tu vas dépenser pour y participer, quels sont les pourcentages de chances de gagner tel ou tel gain. Et c'est pour ça que normalement, on annonce un cash price, on annonce des lots. Sauf que là, au Disney Lorcana Challenge, on t'annonce pas d'argent, on t'annonce pas de lot. Tu vois, si on t'annonce un booster, tu sais ce que ça représente financièrement. Là, on t'annonce des cartes. Mais du coup, tu te dis, attends, moi pour aller à Lille, ça me coûte 300 balles avec le logement, la participation c'est 50 €. Je peux gagner quoi en fait ? Qu'est-ce que je vais gagner ? Qu'est-ce que je vais gagner ? Quel est le cash price ? Il y a déjà des gens qui évidemment essayent d'estimer le prix des price cards qui seront donnés. Les gens, ils estiment que le Dragonfire, donc la carte qui te sera donnée à la participation, vaudra au moins le prix de la PAF. Mais moi, je pense qu'elle va valoir plus au début. Au moins, on a dit. Je pense que au moins le prix de la PAF. La Dragonfire, elle va valoir entre 100 et 120 €. Parce que tout le monde n'a pas pu s'inscrire. C'est ça, et que en plus, si tu veux un carré, parce que c'est une carte qui est jouable, bon là actuellement elle n'est plus jouée, mais elle l'a été. Si tu en veux 4 pour la jouer, ça veut dire qu'avec le challenge européen, jusqu'au prochain challenge, parce qu'elle est distribuée que au challenge, jusqu'au prochain challenge, il n'y a que 500 personnes qui peuvent avoir un carré de cette carte. C'est que dalle. Sur un 2000. Pourquoi 500 oui, mais il y a plusieurs challenges. Il y en a 4. Oui, mais jusqu'à ce qu'il y ait un autre challenge en Europe, parce que là, il n'y en a qu'un autre, c'est aux États-Unis.
Donc sur le sol européen, il n'y aura que 2000 de disponibles de cette carte-là. Il y a un challenge en Allemagne et en... Oui, mais plus tard. Ah, je sais pas quel est le laps de temps. C'est plus tard. Ah, d'accord. Plus tard cette année. Donc jusqu'à ce qu'il y ait un autre challenge, la quantité est très limitée, donc ça m'étonnerait pas que le prix soit un peu cher. Et mon conseil, même si je ne peux être sûr de rien, si elle vaut plus que le prix de la participation, cette carte, je vous conseille de la vendre quand vous en avez l'occasion. Parce que plus ça avance, plus il y en aura sur le marché. Et je pense pas que la demande explose. Sauf si c'est pas ces cartes-là qui sont distribuées sur les prochains challenges. Sur une même année, je pense pas qu'ils changent les cartes. J'avoue ne pas savoir. Et encore une fois, moi là, tout ce que je vous donne, c'est des estimations, des bruits de couloir, des gens dont j'ai entendu discuter du prix. Enfin, je veux dire, il y a rien qui est acté, fixé. Et pour les grosses cartes, il y a juste des offres d'achat, tout simplement. Donc oui, moi, je pense entre 50 et 150 pour le Dragonfire. Il faut savoir qu'on y a 2048 places, donc il y aura quand même 2048 Dragonfire. Par contre, là où ça se corse, et ça devient très intéressant, pour le top 64, vous avez donc la magnifique Let It Go. Et là, on commence déjà à parler à plus de 1000 balles. Et en même temps, c'est normal. Sur un tournoi de 2048 joueurs, si ton expected value, sachant que tu as payé 300 balles pour venir passer ton week-end à Lille, c'est pas au moins, entre guillemets, en top 64 de te rentabiliser, bah, c'est pas Gigawars. Alors oui, on joue aussi pour l'envie de jouer aux cartes, évidemment. Mais t'as envie d'avoir un petit retour. En fait, c'est dur ce que tu fais. On connaît le monde du TCG. Tu venir te bagarrer, battre les autres, c'est pas facile. Tu participes pas à un tournoi sans savoir ce que tu peux y gagner. Exact. Et quand tu fais top 64 sur 2048 joueurs, c'est très difficile. Je pense que même 1000 balles, c'est globalement le prix bas. Ouais, c'est pas trop cher. Ouais. Je pense que ce sera plus cher en vrai. Ce sera peut-être plus entre 1000 et 2000, quoi. Ouais. Ça, pareil, c'est les prix qui vont pas mal descendre avec les prochains challenges, puisqu'il y en aura 64 de dispo à chaque fois. Ouais, et en même temps, si tu regardes sur les autres TCG qui font de la price card, toutes ces price cards ne font que monter. Même quand il y en a plus en dispo, ça dépend en fait, parce que les gens, ils savent exactement, si c'est distribué dans l'année, les gens, ils savent juste le nombre qu'il y en a. Donc 64 par challenge. Ouais. Donc du coup, ils savent déjà quelle est la population de la carte. Et donc, ils n'ont pas besoin qu'elle soit plus distribuée pour savoir quelle est sa population finale. Et donc, parce que là, ils ont dit qu'ils vont ajouter des challenges, typiquement. Je sais pas. On ne sait pas encore. Dans tous les cas, c'est pas dur d'estimer que t'en as 128, 256 ou 512, quoi. Ok, ouais. Et donc, finalement, ça fixe déjà un prix qui, lui, vu que c'est vraiment des price cards, si on compare avec ce qui se fait dans One Piece, ne fait qu'augmenter. Ok. Donc, après avoir, hein, je n'ai pas énormément de connaissances là-dessus. Top 32, la Cendrillon. Bon, là, c'est 5K. Bam. C'est énorme quand même. 5000 balles pour une carte. Mais en même temps, il n'y en a que 32 sur les 2048 qui l'auront. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous la revendez, vous, à 5000 balles? Moi, je pense que oui. Ouais. Je crois que jusqu'à Let It Go. Ah, Let It Go aussi. Moi, tu vends aussi? Ouais. Bah, si c'est 1000 €, je peux la garder, ça me fait plaisir. Si c'est plus que 1000, je la vends. En fait, je peux m'acheter tellement d'autres cartes avec ça. Moi, je suis très team. Genre une manga. Ouais, mais pareil, en fait, justement, One Piece, ça vient un petit peu contrevenir à mes principes. Ce qui m'emmerde, c'est que moi, dès que ça dépasse 4 chiffres, je me dis, ok, j'ai pas la situation actuelle. Ouais, tu peux pas trop te permettre de faire ça, quoi. Non, mais je peux pas cracher sur une somme à 4 chiffres pour justement continuer à dépenser dans mon hobby qui est le TCG. Ouais. Que ça soit pour jouer à d'autres TCG, pour collectionner d'autres cartes. Je me dis ça, putain, c'est 1000 balles qui sont bloquées dans un seul item. Moi, je préfère le débloquer pour plus d'items. Et c'est là où le fait de rentrer dans la collection One Piece maintenant me baise un peu, parce que les mangas, qui sont des cartes finalement assez accessibles, coûtent vite 4 chiffres. Et moi, j'ai pas de carte de 4 chiffres chez moi, tu vois. Ouais. Donc je suis un peu baisé. Mais une manga, j'adore, alors que Let It Go, j'avoue, je m'en fous un peu. Donc, je comprends. Pour le coup, j'ai le débat sur les mangas, j'aurais pas le débat sur une Let It Go. Ça dégage, quoi. Top 16, la réponse, magnifique. Bon, c'est à peu près 10K. Encore une fois, si vous avez vu d'autres estimations, vous pouvez partager dans les commentaires. Mais ouais, ça se vendra dans ces, je sais pas, entre 8 et 12K, je pense, dans ces eaux-là, à peu près. Il n'y en a que 16, encore une fois, sur 2048 joueurs. Il y a le tapis aussi, pour le top 8. Le tapis est foil. Joli. Donc ça va être vraiment magnifique. Et ça, pareil, aucune idée de comment ça va se monnayer, mais j'imagine plusieurs milliers d'euros. Oui, seulement 8 tapis comme ça. Pourtant, les tapis, c'est pas les trucs les plus appréciés dans la communauté du TCG. Non, mais les tapis Stitch qui se monnaient à 200-300 € déjà, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, moi, typiquement, je payerai jamais. Bon, j'ai pas du tout cette culture de payer 300 balles un tapis. Alors que les joueurs de Yu-Gi-Oh, ils ont ça. Eux, ils ont vraiment des tapis. tapis la belle carte et c'est juste fou, quoi.
Exactement, et puis il était qu'à 25 €. Mais non, mais je veux dire des tapis de tournoi. Tu vois, à Magic, il y a des tapis de World Championship et compagnie, mais je crois pas que ça coûte très très cher dans l'idée. T'en as quand même qui coûtent plus cher que les autres, mais on n'a pas trop cette culture-là venant de Magic. C'est pas le cas à c'est pas quelque chose qui est très recherché. À Yu-Gi-Oh, les gens ils gardent leur tapis en mode sous le truc scellé là. C'est quand t'as ton tapis, il est sous plastique. Ça te déslive pas quoi. Et le tapis tu le revends scellé quoi. Et ça a un peu de valeur. Ok. Et le top 4 Mickey Gold dont on n'a pas encore vu le visuel, bah là il y a déjà des offres recensées à 50 000 €. C'est pas mal. C'est une somme. Hein. En même temps, il y en a 4. La belle carte rachète pas 3 000 €. Ouais. Le Mickey. Oui, aussi 3 000 € on le rachète. Si on rachète 3 000 €. Mais c'est zinzin. Et en même temps, quand tu dézoomes un peu, quand tu gagnes un tournoi de 2048 joueurs, c'est à peu près le cash prize que peut te promettre un tournoi de cette ampleur-là, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs. C'est à peu près normal, tu vois, à 50 balles d'entrée dans un tournoi de 2048 joueurs. C'est pas du tout idiot que le gagnant il reparte avec 50 000 balles, quoi. C'est la teneur normale de... Tu vois, un Pro Tour à Magic, tu repars avec 30 000 balles, mais vous êtes que 700, quoi. Mais par contre, tu as dû t'y qualifier. Vous êtes que 400 même maintenant. Mais tu as dû t'y qualifier avant, quoi. Ouais. Donc pour tous ceux qui trouvent... Parce que, en fait, quand on parle de ces chiffres-là, les gens trouvent ça aberrant. Comme GMK. Ouais. Mais en fait, quand tu dézoomes, ça l'est pas, tu vois. Non. Je calcule. Il est pas. Non, je calculais, c'est 100 000 €. Si tu fais 2000 fois 50 € la participation. Ouais. Donc logiquement, ton cash prize sort 0 oui, argent. Il sort 0 €, mais du coup, en valeur, tu sais que si tu voulais acheter toutes les places et gagner, il faudrait que tu dépenses 100 000 € pour avoir toutes ces cartes. Ouais. Donc ça t'aide à estimer la valeur unitaire, on va dire, à peu près des cartes. Je pense que ça dépasse. Oui, ça dépasse. Ça va dépasser ce que tu as mis en cash prize. Mais en soi, ce que toi tu t'attends en termes de cash prize sur un tournoi aussi dur avec un prix aussi élevé, je trouve que c'est pas délirant que ça coûte ce prix-là. Ouais. Et je pense pas que le Mickey, par exemple, Gold, puisse valoir 500 000 €, quoi. Je pense que... Jamais 500 000, mais... 50 000, c'est déjà une très belle somme. Mais 50 000, c'est une belle somme. Et en même temps, c'est le premier. Très belle somme. Il y en a 4. Il y en a que 4, mais tu vois, genre, les mecs qui gagnent un Pro Tour, c'est 50 000 balles. Alors, c'est pas une carte, hein, c'est 50 000 $, moins les taxes, etc. Et il y a que le premier qui gagne ça. Hein. Donc, en vrai, si c'est ça la valeur, c'est zinzin. Ouais, mais 2048. 2048, aussi, sans aucune qualif. Faut aussi... Ouais, mais bon, je sais pas. Je compare avec One Piece. One Piece, t'as des cartes qui sont limitées à... Enfin, qui sont des cartes, donc, du coup, de winner, mais qui sont numérotées sur 700. Ouais. 700, c'est beaucoup plus que Mickey Gold. Ah bah oui. Et ça vaut genre 5, 6, 7, 8 000 balles. Ouais. Donc forcément, quand tu regardes un petit peu sur les autres marchés qui font de la sérialisée comme ça, difficile de prévoir. C'est chaud. Je vois. En parlant du Disney Lorcana Challenge, on a un nouveau système de points. Vous savez qu'à la base, avec le nouveau format BO2, qui fait que vous n'allez pas faire un BO3, mais seulement un BO2, vous aviez donc un système de points qui donnait 1 point pour chaque victoire et 3 points si jamais vous remportiez votre BO2 2-0. Donc ça veut dire que si tu faisais, deux défaites, tu prenais 0 points. Si tu faisais une victoire, une défaite, tu prenais 1 point. Par contre, si tu faisais 2 victoires, tu prenais pas 2 points, tu prenais 3 points. Donc 3 fois plus que le gars qui lui avait fait une victoire, une défaite. Et donc ça t'incitait énormément à gagner tous tes matchs 2-0. Et ça revenait à dire que tu préférais même faire 2-0, 0-2 que 1-1, 1-1. Ouais. Et c'était quand même, genre, ça creusait énormément les écarts et ça donnait des comptes qui étaient, moi je trouve, pas vraiment fous. Ouais, ça donnait une situation bizarre où en fait ça équivalait à des défaites quasiment. C'était quasiment tout le temps une défaite de faire 1-1 et tu pouvais pas te départager parce que le format n'est pas en BO3. Et ils sont revenus un petit peu sur ce système-là et maintenant ils sont passés sur un système beaucoup plus simple. En gros, chaque victoire te donne 3 points. Mais par contre, si tu fais 2 victoires, tu n'as pas 6 points, tu en as 7. Donc ça t'incite toujours à gagner 2-0, ce qui récompensera effectivement les meilleurs joueurs et les decks qui sont capables de gagner sur la draw. Mais par contre, ça creuse pas autant l'écart. Si tu fais des draws, ça te sort pas automatiquement des possibles top. Ouais. Et je trouve que l'équilibre est parfait. J'ai extrêmement hâte d'être à Lille. Oui, bah, genre aussi. Extrêmement. Donc bonne initiative. Je pense qu'ils ont écouté la communauté. Ouais, très bonne idée. Ils se sont rendus compte que c'était pas possible de gagner 3 fois plus de points que le gars qui avait fait une draw, quoi. Sur 500 joueurs, c'était moins gênant, même si ça restait chiant. Ouais, mais sur 2000, le nombre de tie-breakers trop bizarres où
T'as fini combien 500, mais je suis ex-aequo avec le 100e. Ah bon? Ouais, tu vois. Ouais, peut-être, je sais. C'est très bizarre, quoi. C'est clair. Là, ça va vachement réduire ça, quoi. Je pense que c'est une très bonne décision. Ensuite, les spoilers Star Wars chapitre 2 ont l'air plutôt hypants. Pour ceux qui suivent l'actualité sur Star Wars chapitre 2, c'est une extension qui est évidemment très attendue avec le succès du chapitre 1. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a direct des prises de risque, on pourrait dire, dans le game design, avec des mécaniques qui sont très roleplay, très flavor, qui sont des vraies prises de risque, encore une fois, dans le fait de créer des cartes. On a notamment la mécanique contrebande. Et la mécanique contrebande, ça dit, si cette carte est une ressource, vous pouvez la jouer en payant son coût de contrebande et remplacer-la par la carte du dessus de votre deck. Donc ça veut dire que si une carte que tu as utilisée, ce qui est le cas à Star Wars, comme une ressource, est dans tes ressources, tu peux en fait à n'importe quel moment de la partie payer son coût de contrebande et la jouer. Et c'est un peu risqué de faire un truc comme ça. Ça veut dire que tu vas tout le temps devoir checker tes ressources. En termes d'utilisation, je trouve pas ça super pratique. Mais ça l'est probablement pas trop. Mais par contre, en termes de gameplay, c'est vachement stylé. Le flavor, il faut, ouais. Et en plus, le flavor est dingue parce qu'effectivement, tu utilises des ressources, quoi, que tu devrais pas utiliser. De la petite contrebande. Ouais. On a aussi la mécanique de prime, avec notamment, c'est un set qui met un petit peu l'accent sur certains chasseurs de primes. Et la mécanique de prime, c'est simple, c'est illustré par la carte qui apparaît maintenant, recherchée. Vous attachez donc du coup une prime recherchée à un personnage. L'unité attachée gagne prime, redresser 2 ressources amies. Et donc en fait, ça va permettre un petit peu à l'instar de Cheville, que vous avez joué en standard à l'époque, de mettre des marqueurs primes sur des cartes. Et dès lors que vous allez détruire les unités sur lesquelles il y a des primes, tu vas gagner des bonus. Et encore une fois, en termes de ce qui pour moi fait la force de Star Wars, la force de Star Wars Unlimited, petit jeu de mots en plus, c'est vraiment son flavor, les sensations. Le jeu de mots. Les sensations de jeu que tu as liées à l'univers de Star Wars qui marchent extrêmement bien dès le chapitre 1 et qui là sont encore renforcées avec des mécaniques, je trouve, qui sont très malines, très intelligentes, très bien pensées. C'est bien pensé, ouais. J'aime pas trop le fait d'utiliser une ressource, enfin une carte, pour faire un effet comme ça, mais je pense que c'est juste un exemple. Mais juste sans connaître trop Star Wars, la carte, la rechercher, même si c'est flavor. Ça marchera avec ton leader qui lui est un chasseur de primes et qui va donc du coup essayer de foutre des primes pour gagner des. Ah oui, tu auras des leaders spécifiques. Ouais, bien sûr. Okay. Et qui, eux, vont gagner justement des effets dès lors que tu résous tes primes. Oui, du coup, si tu as des synergies, c'est mieux, ouais. Ah oui, bien sûr. C'est Parce le but, que juste la carte, sinon, même si c'est flavor, c'est pas... C'est pour synergiser avec les chasseurs de primes. Ok. Je trouve ça assez malin. Donc, stylé. Voilà. À voir ce que proposera Star Wars chapitre 2. Nous, évidemment, on continuera à vous proposer du contenu dessus dès que ça sortira. En parlant de chasseurs de primes, les nationaux du Yu-Gi-Oh! Ouais. La transition parfaite. Nickel. Les nationaux de Yu-Gi-Oh! Se tiendront du 17 au 19 mai au Parc des Expositions à Caen. Je trouve que c'est important de mettre un petit peu l'accent aussi sur Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé pourquoi on n'en parlait pas trop dans le podcast Multi-TCG. Je trouve que c'est une communauté qui est très ancrée. Qu'on déteste. Non, moi j'adore. Et non. Moi j'adore, je regarde beaucoup de contenu Yu-Gi-Oh! Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu viens de Magic, c'est très hermétique, je trouve. Il n'y a pas trop de porosité entre Magic, Yu-Gi-Oh! Et même globalement, Yu-Gi-Oh! Avec le reste. Ouais. Voilà, il n'y a pas trop de porosité avec les autres TCG. Là où l'ère des multi-TCG, tu vois, on va un peu piocher dans... c'est pas rare de voir un gars qui fait du Commander Multi, mais qui joue à One Piece, des gars qui jouent à Flesh and Blood, mais qui se détruisent à l'Orcana, tu vois. Yu-Gi-Oh! Ils jouent à Yu-Gi-Oh! Les mecs. Et ils sont passionnés de Yu-Gi-Oh! Et parce que leur jeu... à Rise aussi bientôt. Et peut-être qu'ils joueront à Rise. Et parce que les gens, ils sont vraiment passionnés et parce que leur jeu, il est trop bien, tu vois. Donc c'est vrai qu'on en parle moins parce qu'on est moins dans cette actualité-là. Mais là, il y a quand même le CDF. Et le CDF, excusez-moi du peu, c'est 2500 joueurs. 2500 joueurs. Donc, et pourquoi autant? L'Orcana, avec leurs 2048 joueurs, là... Ils veulent pas faire un peu moins? Font pitié. Mais non, mais il y a trop de demandes, même à 2500 joueurs. Faire plus de tournois. C'est sold out. Faire plus de tournois, mais avec moins de joueurs. Mais il y a des tournois tous les week-ends de Yu-Gi-Oh! Il y a des WCQ à 150 joueurs tous les week-ends partout en France. Mais c'est pas possible. Mais c'est juste que leur jeu se porte très bien, gros. Bah tant mieux. Leur jeu se porte très bien. Et nous, on est jaloux avec Magic, quoi. Mais il faut qu'il n'y ait pas de format. J'en parlais avec le chat l'autre fois. Il faut qu'il n'y ait pas de format. C'est vrai que Magic divise beaucoup son audience. Alors qu'à Yu-Gi-Oh! Tu n'a qu'une seule manière de jouer. Et finalement, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu sois joueur compétitif ou casual, c'est la grande fête du jeu, tu vas faire ton CDF. Tu vas faire ton CDF, que tu aies un deck pourri ou pas, tu t'en fous, tu vas
ne serait-ce qu'arracher une victoire à un deck méta, c'est une petite victoire pour ton deck qui est pas méta du tout. C'est le plaisir, c'est Batailleville, quoi. Mais gros, il y a quasiment, enfin, il y a pas de cash prize, tu vois. Pareil, il y a des price cards, mais ça se vend pas du tout le prix de l'Orcana. Les joueurs de Yu-Gi, ils jouent pour le kiff, tu vois. Ils jouent pour le carton. Et moi, je suis un peu admiratif de ce truc-là. Ah ouais, c'est vrai que c'est une communauté un peu particulière et de parler les règles des tournois, etc. Comme tu dis, genre le fait de jouer pour le jeu, quoi. Ce qu'on voit moins ailleurs et ça, plus ça la régale. Notion de value, on parlait, en fait, on a illustré ça en essayant de théoriser quel va être le cash price de Lille. Ouais. Je pense que les gens ils s'en foutent un peu de théoriser quel est le cash price du CDF de Yu-Gi-Oh, tu vois. Ouais. Quand bien même, je pense que le gagnant il va avoir une price card, plein de boîtes. Tu gagnes pas d'argent à Yu-Gi-Oh déjà de base. Ouais. Mais jeu japonais, pas de sous. Pas de thunes quoi. Comme à One Piece, tu gagnes des price cards, sauf qu'elles tu les revends très cher. Tu les revends très cher. Très finalement, cher. Tu gagnes des bons d'achat de fou. Donc voilà, moi je suis admiratif quand je vois que il y a un CDF qui est sold out, j'imagine en très peu de temps, à 2500 joueurs. Ça va se passer donc du coup au Parc des Expositions à Caen et surtout, ça sera évidemment retransmis sur Twitch. Moi je ne manquerai pas de jeter un œil. J'aime bien suivre chaque année la CDF. Il y a vraiment cette ambiance. C'est le rendez-vous des joueurs de Yu-Gi-Oh, un rendez-vous que nous, je trouve à Magic, on n'a pas. C'est la fête. Il n'y a pas de CDF. Non. Il n'y a pas de nationaux. Et c'est pas triste qu'il n'y ait pas de CDF? Si, parce que tu as quand même champion du monde chaque année, donc tu pourras faire un circuit national, mais... Exactement. Non. Là, tous les Yugistes, ils vont ou dévorer ça sur Twitch, ou alors se rendre sur place. Même moi qui suis pas Yugiste, j'adore ce mood-là, j'adore cette ambiance, j'adore quand on approche du CDF de Yu-Gi-Oh! Je sais que ça sent bon l'été, tu vois, il y a un truc qui se passe. Ouais, c'est toujours la même période? Ouais, c'est toujours à peu près à cette période-là, quoi. Tantôt un peu avant, tantôt un peu après, mais mai-juin, tu vois. Ouais. Et après, derrière, ça embraye notamment pendant l'été avec la CDE, qui est la Coupe d'Europe, cette fois-ci. Ok, ouais. Et où il faut faire un certain top au CDF, je crois que c'est 128, vous me corrigerez les Yugistes, pour être qualifié à la Coupe d'Europe. Et donc, tu as chaque année ton champion de France qui remet son titre en jeu et ton champion d'Europe, quoi. Putain, c'est simple, hein. Pas dur. Ouais. Pas dur. Vraiment pas dur. Genre, pendant un an, il y a un gars en France, c'est le champion. Juste le champion, quoi. Putain, je kiffe. Le meilleur. Donc, le jour 1, ça commence samedi à 10h sur Twitch. J'imagine que ça sera sur le Twitch de Konami. Si jamais, par contre, il y a un créateur de contenu qui co-stream, je suis pas au courant, mais vous me partagez l'info dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors, je crois que Vince n'y participe pas. Ah, parce que je sais que Vince fait beaucoup de co-stream pour Konami, mais je me demande s'il participe pas, justement. J'ai vu une annonce de lui, il disait genre... je crois, je vous présente le deck que j'aurais joué si j'allais à la CDF. D'accord. Un truc comme ça. Donc je supposais qu'il était peut-être en cast ou quoi. Je vais pas m'avancer. Vince HS, on vous invite à aller regarder la moitié de l'info, sa chaîne Yu-Gi-Oh! Il fait habituellement pas mal de co-stream, notamment de WCQ, qui sont les gros tournois régionaux. Est-ce qu'il va co-streamer ou streamer directement le CDF? J'ai pas l'information où est-ce qu'il va y participer. Dans tous les cas, je pense qu'en faisant quelques clics sur internet, vous risquez de trouver. Enfin, je dis ça, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je sais pas qui va le streamer, mais dans tous les cas, on verra bien. Si c'est pas un créateur de contenu, quand vous tapez le jour du tournoi Yu-Gi-Oh! Dans votre bar Twitch, vous allez trouver le stream. Il y a un truc. Il n'y a pas de galère, donc ça sera à suivre sur Twitch évidemment. Jour 1, ça commence à 10h, jour 2, ça commence à 9h, et le top 64, parce que ça marche en top 64, comme à l'Orcana Yu-Gi-Oh! Commencera vers 12h30. Alors l'Orcana, ce sera plus, du coup, parce qu'il y a 2000 joueurs. Eh ben on sait pas, ça n'a pas été dit. Ah ouais? Ça n'a pas été dit, et ça il laissait entendre qu'il y avait plus de... Ah mais dans ce cas-là, du coup, il n'y a pas 64 Let It Go, il y en a 128, 256... Ah si, mais 112. Il va faire les mêmes prizes, mais juste le cut au jour 2 est différent. Tu cut au jour 2, mais t'as rien? Bah, ça dépend de ta perf au jour 2. Ok. Ouais, mais je veux dire, quand tu cut au jour 2, t'as rien. Il faut quand même rentrer dans le top 64 pour les prize cards. On n'a pas l'info. On n'a pas l'info, mais c'est... Ça n'a pas été annoncé, quoi. Beaucoup de gens s'en doutent, en tout cas. Si c'est que le top 64, c'est vraiment très très dur de passer sur 2000 joueurs. Bah, si tu fais que 9 rondes, oui. Par contre, s'ils font comme Yu-Gi-Oh!, c'est-à-dire juste tu fais tout ton jour 1, ensuite 3-4 rondes dans ton jour 2, et cut top 64. Bah, je peux te le dire, avec ce système de points, si je me calque sur la CDF de Duel Commander l'année dernière, avec 9 rondes, 2000 joueurs, si tu fais une défaite, il y a de grandes chances que tu passes pas. Ouais. Non, mais c'est à peu près sûr du coup que tu auras des rondes. En fait, c'est plutôt mon propos, c'est est-ce que tu vas avoir une possibilité de passer en jour 2 ou juste un nombre de rondes qui est défini sur 2 jours? C'est pas tout à fait pareil. En gros, est-ce qu'il te faut un résultat pour avoir le droit de venir jouer le dimanche, ou alors avec ensuite un cut où tout le monde a 15 rondes
Et toi, tu décides ou pas de venir faire tes rondes au jour 2. Je pense que... Et ça, j'ai pas l'info, tu vois. Ça va plutôt être... Mais effectivement, c'est sûr qu'on n'aura pas que 9 rondes pour se départager le top 64. Ouais. Je pense qu'il y aura un cut dans leur intérêt pour passer au jour 2, mais pas de 64 joueurs de plus. Okay. Parce que ça permet à tous les autres de savoir qu'ils sont out, parce qu'il y a plein de gens, sinon ils pourraient continuer. De place, de faire du side event. Voilà, pour faire d'autres événements et faire vivre les événements à côté. Donc en tout cas, dans l'intérêt de l'organisation, c'est mieux de faire comme ça. Donc ça serait théoriquement probable que tu te retrouves à faire 9 rondes, tous les 5-4 passent. Ça dépend. En gros, tu aurais un top de 156. Certainement. Parce que top 64, c'est... Je ferais pas un cut puis un autre cut. Je ferais tous les X4 y passent. Ouais. Et ensuite top 64. Ouais, mais du coup, ça va... C'est comme ça que ça fonctionne à Yugi, je crois. Peut-être tous les X3 passent, plutôt. Ouais, ou tous les X3, ouais. Ouais. Mais du coup, peut-être dans ce sens-là. Ouais. On verra bien. Voilà, on a essayé de condenser parce que l'actualité, encore une fois... On allait vite, en final. Il y avait pas mal d'informations. Donc, on a essayé de passer rapidement. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si jamais vous avez des informations supplémentaires. Oui. Si jamais vous avez des questions sur certains sujets. Nous, on va partir cliquer des petites cartes One Piece, je crois. Oui. Peut-être s'abonner un abonnement. Et peut-être s'abonner. Putain, ça me fait chier quand même de m'abonner à PSA, quoi. En vrai, c'est chiant ou c'est ok? Bah, c'est chiant parce que si tu oublies de te désabonner... le magazine, il l'a envoyé en juillet. Faut pas très longtemps à attendre pour avoir la carte. Faut que tu oublies pendant longtemps, quoi. Oui, bof. C'est annuel. Moi, je suis bien du genre à oublier des abonnements. Et celui-là, 150 balles. Et il fait mal. Quand tu l'oublies, celui-là... Bah, ça dépend. Alors, à moins qu'il y ait une carte One Piece l'an prochain. Franchement, c'est un abonnement. Au final, c'est quoi? C'est 12 € par mois? Ouais, mais sinon, on fait rien, quoi. Ouais, mais 12 € par mois pour avoir une carte qui vaut 150 € par an. Oui, bien sûr. Ça, oui. Mais si jamais il n'y a pas... Je sais pas. Dites-nous, vous, est-ce que vous allez vous abonner? On veut savoir. Les Yankees, là, dans les commentaires, dites-nous. Les Yankees, on sait, là. On sait. D'ailleurs, on a de la petite OP7, OP6. Hein. Vous l'avez vu, là? Et l'OP8 qui arrive aussi. C'est sur labellecarte.fr, les précommandes sont prêtes. À très bientôt pour un prochain podcast. C'est la fin de celui-ci. Ouais. Dans le prochain, notamment, on vous débriefera Lille. Puisqu'on y va la semaine prochaine. L'année prochaine aussi, donc c'est sûr. En plus, je capte l'autre fois, je suis en mode, on doit tourner un podcast et je dois le monter en qu'on parte à Lille. Non, c'est bon. Vous aurez le débrief de Lille dans le prochain podcast multi-TCG. Nickel. On va se régaler. Et j'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte. J'ai hâte en plus là des side events. Parce que l'événement principal, j'y vais pour essayer d'eux. Mais je sais qu'il y a trop de joueurs. Trop de joueurs, trop d'aléatoires. 64 sur 2048, t'as beau être très bon. En fait, je pense pas être bon à ce point-là. Il n'y aura aucune surprise dans le fait que le top 64, il n'y aura que des bons joueurs. Mais tu auras aussi par contre plein de bons joueurs qui seront dans le top 200, top 500. Donc non, moi non plus, je me projette pas avec une carte à 1000 balles. Voilà, j'aurai mon Fire Dragon, je serai très content. Imaginons. Pipa pipou. Parce que moi j'ai le Mickey Gold, c'est pas 50K, c'est 100K, je vous le dis. 100K sur Vogt, prix de départ 1 €. C'est parti. Bam, ça clique. 3 €. Bien joué. Franchement, 3 €, je résilie le compte, tant pis. J'ai un de la carte. On perd tout. Hein. On perd tout. Le contrat Vogt, la belle carte, la crédibilité. Oui, mais tu gagnes plus avec le Mickey en le revendant. Donc c'est pas grave. À court terme, oui. À court terme, oui. Fin de ces bilvesées. À bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment, sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.